qui a fait mon été dernier, c'était le premier que j'ai lu l'été dernier, et qui s'est sélectionné aussitôt pour mes rentrées. J'ai eu la chance d'inviter et de recevoir son auteur, qui est quelqu'un d'absolument passionnant et d'absolument singulier aussi. Il s'appelle Olivier Liron, et ce livre a ce titre étrange, Einstein, le sexe et moi. C'est son deuxième roman. Il a aussi un parti pris extrêmement autobiographique, et qui est écrit à la première personne. Et je vous lis le début pour situer. Bienvenue dans mon monde. Je suis autiste Asperger. Ce n'est pas une maladie, je vous rassure. C'est une différence. Je préfère réaliser les activités seul plutôt qu'avec d'autres personnes. J'aime faire les choses de la même manière. Je prépare toujours les croque-monsieur avec le même air d'ameur. Je suis fréquemment si absorbé par une chose que je perds tout le reste de vue. Mon attention est souvent attirée par des bruits discrets que les autres ne perçoivent pas. Je suis attentif au numéro de plaque d'immatriculation ou à tout type d'informations de ce genre. On m'a souvent fait remarquer que ce que je disais était impoli, même quand je pense que c'était poli. Quand je lis une histoire, j'ai du mal à imaginer à quoi les personnages pourraient ressembler. Je suis fasciné par les dates. J'ai publié un premier roman chez Alma Éditeur en 2016. C'est vrai. Je vais vous raconter l'histoire. Cette histoire est la mienne. J'ai participé au jeu télévisé Question pour un champion. Et cela a été très important pour moi. J'ai passé plusieurs journées avec Julien Lepers. Pour m'endormir, je fais parfois le produit de 247 856 x 91. Il suffit qu'une femme ou un homme me prenne dans ses bras pour que je frissonne violemment et que je songe sérieusement à l'épouser. Il raconte cette méga finale de Question pour un champion, la super méga finale avec les super cracks, ceux qui sont très forts en thème. Tout est absolument authentique et il l'a vraiment gagné. Il est autiste Asperger et il a fait Normal Sup. Pourquoi? Parce que, qu'il l'explique au long du livre, en fait, cette espèce de différence, pas handicap, fait qu'il s'est toujours réfugié dans la connaissance, parce que c'est pas facile le rapport à l'autre. Et donc, du coup, par exemple, retenir des dates, c'est à la fois une facilité pour lui, puis aussi un confort, un monde intérieur. Ce qui fait qu'à Question pour un champion, il cartonne. Enfin, et donc, on est dans cette espèce de théâtre qu'il fait de l'émission. Et c'est très drôle en plus, parce qu'il y a la lutte féroce entre les participants, qui sont des surnoms et tout ça. Il se moque des autres, oui, mais de lui-même. Je pense qu'il y a une ironie qui est jamais méchante, au sens où elle est employée contre lui autant que contre les autres. Et en plus, là, il y a un point de vue assez particulier. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Julien Lepers s'en prend en plein la figure. Moi, Julien Lepers, je trouve un petit peu exagéré, un petit peu grotesque et tout ça. Et lui, il l'adore. Donc là, c'est peut-être en accord avec Timothée, c'est-à-dire que lui, il le trouve super. Pour nous, on se moque un peu en le lisant. Et en fait, il est absolument sincère. Et ça, c'est formidable. Et ce qui est formidable aussi, c'est que le livre est, je trouve, très drôle tout du long, extrêmement oral, il se lit très vite comme ça. Donc on est dans ce théâtre-là, mais surgit dans ses monologues et en cherchant des réponses, ce qu'est une différence et ce qu'est une adolescence, un peu maltraitée par les autres, hein, jusqu'à se faire attacher avec du barbelé au collège, etc. Mais du coup, c'est vraiment pas le thème principal, ça arrive. Et ça donne de l'intensité à ce rire-là. C'est-à-dire que ce truc-là n'est pas du coup que quelque chose de léger, c'est très drôle, et puis soudain on s'en prend une volée de réel qui brûle un peu, mais les deux se complètent parfaitement. On a surtout du coup l'impression, d'une part, de rencontrer quelqu'un, mais aussi d'arpenter les choses avec sa logique à lui. Ce que j'ai trouvé très formidable, parce qu'il peut y avoir beaucoup de livres sur ce qu'est la différence, qui souvent partent de très bonnes intentions, mais qui sont compatissants ou médicaux et tout ça, et qui ont une nécessité. Sauf que là, du coup, on se moque, et il se moque beaucoup de lui-même aussi, mais on embrasse pleinement cette réalité-là en traversant le monde de la même façon que lui. Un autre livre qui m'a fait rire et qui est plus récent, ce premier roman paru au début de l'année, d'une jeune femme qui s'appelle Leila Bouerafa, qui a même pas 30 ans, qui s'appelle La Dédicace. Et donc j'adore l'idée qu'elle a eue. On est plongé à la première personne auprès d'une jeune femme qui ressemble beaucoup à cette jeune femme de 29 ans qui va sortir son premier roman. Et puis elle arrive chez son éditrice et son éditrice lui dit « Bon, alors tu mets quoi comme dédicace ?» C'est la situation de départ. Du coup, une dédicace. Bah oui, tout le monde met une dédicace dans un livre. À qui je vais pouvoir dédier ça? Et du coup, commence une quête identitaire en quelque sorte, parce qu'elle va d'abord voir sa mère et c'est vraiment pas du tout possible, parce qu'elle ne s'entend pas du tout avec elle. Donc elle trace un portrait très féroce de sa mère.
Puis ensuite, il va voir sa meilleure amie, c'est pas du tout non plus possible. Et il fait comme ça le tour de sa vie, en fait, pour chercher comment être dans sa dédicace. Rue de Rivoli, l'insouciance avait pris place entre une robe H&M et une veste Zara. Des adolescents patientaient devant le McDo comme d'autres attendent sur le quai d'une gare, des jeunes SDF mendiaient quelques pièces ou un McFlurry, et un couple accompagné d'un enfant était assis par terre, tenant entre ses mains une pancarte où on pouvait lire « Famille syrienne, aidez-nous ». Sur le sol ingrat, ils avaient étalé leurs 3 passeports. J'ai eu l'indélicatesse de me détourner. Je me suis déporté sur la droite pour les éviter, ne pas avoir à affronter leur regard. Je ne supportais pas de voir ces gens-là, les pauvres, les autres, les malchanceux, les déchets du destin, les ratés. Ça me ramenait à ma propre insignifiance, seule une dédicace me séparait d'eux. Je me suis posé dans un café près de la Seine-Morose. Des ouvriers buvaient un verre en parlant de sport, des jeunes discutaient gaiement et un couple regardait Paris. J'ai commandé un café, mais il y avait trop de bruit, alors j'ai laissé quelques pièces sur la table sale, je suis parti sans y toucher. Je ne savais pas où aller, mais je n'avais pas envie de rentrer chez moi. Il faisait beau malgré le froid, et une légèreté printanière flottait dans les rues et sur le visage des passants. Si j'avais pu, je me serais allongé sur un bout de trottoir, je me serais endormi, bercé par le bonheur ambiant. Comme cette option n'est pas franchement réalisable, j'ai suivi un petit vieux, comme je faisais parfois. J'aime suivre les gens parce que pendant quelque temps, j'ai un but, eux. C'est un passe-temps très agréable, car j'oublie tout. Je me focalise que sur ma cible. J'ai l'impression d'être une espionne dans un film en noir et blanc. Je m'imagine des choses et je ne saurai jamais la vérité. Quand j'ai commencé, je suivais un peu n'importe qui. Mais depuis quelques mois, je ne file plus que les vieux. Ce sont les plus surprenants. Ils ne sont jamais ce qu'ils paraissent être. Ils me mènent aussi bien au caveau du Père-Lachaise qu'au sex shop du boulevard de Clichy. Puis, ils marchent plus doucement et c'est plus facile de les suivre. Celui sur lequel je venais de jeter mon égrelu avait une tête à s'appeler André. Il portait une parka bleu clair, il avait de grandes oreilles et un crâne en forme de ballon de rugby. Il se tenait bien droit, ses mains derrière le dos. Les vieux, je n'arrive jamais à deviner leur âge. Jusqu'à 60, je peux. Après, pour moi, c'est du pareil au même. 65 ou 90, je vois aucune différence. C'est vraiment une jeune, quoi. Enfin, il y a ce truc, cette fantaisie de... Bon, lui, il pouvait en avoir 70 comme 100. La seule chose dont j'étais sûr, c'est que sa mère était morte depuis longtemps. J'ai été absolument enchanté d'un bout à l'autre par le ton de ce livre. Il y a un ton... voilà, mais pas que léger, vous voyez, enfin, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de mélancolie, mais toujours de l'humour, quoi. C'est-à-dire elle se regarde avec une ironie qui est quand même généreuse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mépris pour le monde environnant. Il y a une réflexion sur ce que c'est que d'être une jeune femme à l'heure actuelle, tout simplement, et puis là, sur la maternité, sur elle-même va se poser la question à un moment. Il y a une intrigue autour des voisins de son immeuble, que je ne vous raconte pas, mais qui du coup vient aussi par ce message. Elle ne fait pas que se balader dans Paris en cherchant sa dédicace, mais ça revient sans cesse, cette histoire de dédicace. À la fin, elle la trouve, qui n'est pas sur ce livre-là, donc c'est bien un autre livre que nous parle. C'est pas elle, l'auteur, elle a un pseudonyme et tout ça. On est sans arrêt dans ce truc-là, c'est-à-dire que ça parle à la première personne, on a l'impression que cette jeune femme si dynamique nous parle, sauf qu'il y a comme une narratrice et de la fiction. Elle est vraiment de son temps, mais elle en fait de la littérature pas du tout futile, et puis il y a vraiment quelque chose de subtil, y compris dans ce humour, et dans ce regard sur le monde, le temps qui passe. Ça donne, je trouve que ça donne bien la pêche, quoi. Enfin, par rapport à ce qu'on peut se dire des fois, et des jeunes, et de la lecture, et du contemporain, et des jeunes femmes, voire des jeunes femmes arabes. Elle est super vive et super intéressante par rapport à ce qu'est d'être une jeune femme aujourd'hui. Sur la route du Danube d'Emmanuel Rubel, c'est un gros bouquin de 600 pages. Pourquoi ? Parce que sur la route du Danube, c'est effectivement une remontée du Danube. Le Danube qui est un fleuve qui traverse toute l'Europe jusqu'en France. Depuis l'Ukraine et la Biélorussie, puis la Roumanie, puis la Hongrie, etc., jusqu'aux portes de Strasbourg. Donc c'est un fleuve européen. Il a été beaucoup décrit comme ça. Enfin, c'est le fleuve de ce qu'on appelle la Little Europa, là d'où sont venues toutes les guerres et tous les conflits des siècles précédents. D'ailleurs, à ces endroits où ressurgissent les fameux nationalismes qui font peur de l'Europe, etc. Donc c'est un fleuve qui a une grande force symbolique. Il traverse l'Autriche, la Hongrie, etc. Donc il traverse l'Europe et son histoire. Et Emmanuel Rubel le fait, c'est absolument vrai, en vélo. Ça fait quelques 5000 km. Donc c'est un voyage assez physique. C'est plus de 100 km par jour. Et il le fait à rebours, c'est-à-dire qu'il vient vers ici, vers Strasbourg. Et il nous raconte tout ce qu'il rencontre. Mais le parti pris du vélo, c'est hyper intéressant, pas seulement parce que on voit le paysage, donc il y a quand même il fait 100 km par jour, donc ça va plus vite qu'à pied, mais quand même, en vélo, on voit plus vite, on voit plus de choses qu'en vélo. En vélo, chaque kilomètre compte autant.
Et sans avoir fait un travail olympien, c'est-à-dire avoir mis une page par kilomètre, pour autant son livre est quand même découpé comme ça. Il y a 2 parties, donc jusqu'à une ville de Serbie. Puis deuxième partie, elles sont égales en nombre de kilomètres. Et vraiment, ce point de vue-là du vélo, c'est celui de l'horizontalité, c'est-à-dire d'aller à la recherche des peuples et d'accorder en fait autant d'importance aux Roumains qu'ils croisent et à des plaies paumées de Roumanie qu'à la capitale de la Hongrie, qu'à toutes ces capitales voilà, pleines d'histoire intellectuelle, pleines de lustre. Lui s'intéresse du coup aux gens qu'il rencontre. Chaque kilomètre a la même valeur et donc toute rencontre vaut. Et donc c'est un livre du coup, c'est un point de vue formidablement humain, hyper intéressant parce que voilà, il traverse des régions qui nous sont très mystérieuses. Et puis il y a donc c'est un livre absolument authentique, c'est vraiment un récit de voyage. Et puis il vient troubler un petit peu le jeu, ce qui ne change rien à l'authenticité du récit, mais il y a un petit bout de fiction au milieu. Enfin, il y a un Vlad qui l'accompagne. Un Vlad, Vlad, Dracula, vous voyez, il paraît fictionnel ce Vlad. Et il ne répondra jamais, même demain soir, il ne répondra jamais sur vraiment. Est-ce que Vlad existe vraiment? Parce que moi j'ai pris un moment Vlad pour une extension de lui-même. Et du coup c'est génial parce qu'il y a une sorte d'acolyte, Vlad est devant, Vlad est derrière, Vlad. Et il y a une fiction au milieu, pas très longue, de 30 pages, avec Vlad qui est vraiment fictionnel. Sauf qu'il nous raconte un vrai récit. Donc ça vient en plus ajouter un petit peu de fantastique qui résonne bien avec cette ambiance d'Europe de l'Est dans ce livre, qui en premier lieu nous apprend énormément de choses sur l'Europe, qui est une vraie traversée, qui a une pensée politique écologiste. Il parle de Vélorussion à un moment. Voilà, vraiment, si on vivait comme ça, ce continent, on penserait certainement cette Europe différemment. Il va vraiment pour le coup à la rencontre. Et c'est extrêmement passionnant. Donc c'est un livre de voyage qui est un vrai voyage, qui est un voyage non exotique pour le coup, qui va aller dans des zones qui ne sont pas fréquentées par les tour opérateurs, et puis qui là aussi il y a une forme d'écologie, c'est-à-dire qu'il ne fait rien en avion. Enfin si, il va en avion jusqu'en Ukraine, mais c'est tout. Le reste il fait vraiment en vélo, ce qui est le rapport à la nature résonne évidemment tout au long d'un livre comme ça, parce qu'il la traverse vraiment. Ça s'appelle Sur la route du Danube, c'est chez Rivage, c'est paru en mars. Voilà. Il est par ailleurs géographe, donc il a un rapport très particulier à la carte, enfin il est très cultivé, et puis il y a un imaginaire d'enfance qui résonne à un moment, parce que il a débuté, peut-on appeler ça sa vocation en tout cas, dans l'enfance en imaginant un pays imaginaire qui s'appelait la Zintarie, une sorte de pays d'Europe de l'Est fictif, dont il avait dessiné les frontières sur une carte de l'Europe. Et vous voyez, c'est devenu géographe en étant d'abord géographe enfant et géographe imaginaire, et en fait il le rencontre à la fin ce pays-là, et donc ça vient se superposer à la carte réelle. C'est très très beau aussi sur ce rapport-là à l'enfance en fait, qui vient se nicher là-dedans. Et alors 2 autres écrivains qui sont partis en voyage et qui quand même tiennent moins longtemps en vélo, ils font un peu de vélo, vous savez, de vélo d'appartement, enfin de vélo salvagine sur le cargo. C'est Tanguy Viel et Christian Garcin qui se sont réunis pour ce livre qui s'appelle Travelling, c'est un tour du monde sans avion. Alors là aussi, c'est appliqué comme une contrainte littéraire au voyage. Au départ, la réflexion première, et celle-là, elle est une réflexion qui nous travaille un peu tous en ce moment, quoi. C'est-à-dire, oui, mon bilan carbone, Garcin écrit des choses, s'intéresse à la nature, il est allé tout au nord de la Sibérie, constater des choses sur les effets de la pollution sur la nature, et se dit en même temps, je prends tout le temps l'avion, le bilan carbone est désastreux, et est-ce qu'il y a moyen de faire un tour du monde sans avion? C'est possible, ils l'ont fait. Donc un tour du monde en latitude, quel nombre de kilomètres, mais vous voyez ce que je veux dire? Oui. En largeur, quoi. Donc en partant de Marseille, en prenant un cargo pour aller aux États-Unis, en traversant les États-Unis en voiture, en reprenant un cargo qui les amène dans le Pacifique, en traversant en voiture puis en train une partie de l'Asie, mais jamais l'avion. Et donc c'est un tout autre rythme de voyage. Déjà en premier lieu le cargo. Le cargo, c'est un lieu bizarre qui nous raconte très très bien. Et là aussi, il y a une part documentaire qui est extrêmement intéressante. On sent qu'ils sont fascinés comme des gamins sur cette espèce de grand mécano. C'est un truc très très bizarre, un cargo. C'est-à-dire que c'est des containers qui sont aussi grands que nos maisons, qui sont rangés là comme sur un Lego. Et eux, ils sont tous les seuls passagers avec l'équipage. Donc ils se sentent vraiment pas clandestins, puisqu'ils ont payé leur billet, ils sont transportés, mais ils ne se sentent pas à leur aise, ils sont un peu déplacés. C'est une condition hyper intéressante pour des écrivains, parce que du coup forcément ils sont arrêtés, ils sont presque dans une obligation métaphysique de penser, quoi.
ces deux auteurs passionnants et très différents. Ils sont tous les deux très, très intelligents. Tanguy Duviel est d'abord romancier, Christian Garcin aussi. Mais là, ils nous racontent déjà tout benoîtement leur voyage, quoi, avec ce qu'ils voient du Japon, en essayant de jamais aller vers l'exotisme, mais en se rendant compte qu'on est toujours l'étranger quelque part. Il y a des petites listes de ce qu'ils ont mangé, ou de la Coupe du Monde, parce que ça se passe l'année dernière. Et donc, il y a tout leur livre de souvenirs de la Coupe du Monde, où est-ce qu'ils ont vu chaque match de la France, dans des endroits improbables. C'est extrêmement vivant, voilà, c'est un récit de voyage, et en même temps inattendu, quoi. Enfin, parce qu'il y a un mode ironique sur eux-mêmes. Et puis le voyage en cargo, c'est absolument fascinant, sur le vertige d'horizontalité, quoi. L'espèce de dilatation du temps, qui est commune à aucune autre expérience, qu'à la limite, quand ils sont en voiture aux États-Unis, ils trouvent ça bien, mais ils sont presque un peu déçus. Le cargo les a tellement troublés que voilà, ils en sortent un journal absolument passionnant. En plus, c'est pas tout à fait écrit à quatre mains, mais c'est jamais signé. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est Tanguy qui parle, si c'est Christian, qui se moque de l'autre, qui est l'autre en question. Donc il y a un petit jeu là-dessus. Avec de l'attention, on peut, mais comme les deux ont une écriture assez élégante et pas extrêmement différente, c'est subtil, quoi. Et donc on a par moments l'impression d'une seule voix aussi, avec les espèces de troubles identitaires que peuvent provoquer le voyage et le déplacement. Ça s'appelle Travelling et c'est tout à fait passionnant et à la fois profond et léger. Un polar, mais que vous avez. Moi, j'en lis pas beaucoup de polars. Alors celui-là, j'ai lu l'été dernier. Ça s'appelle La guerre est une ruse. C'est une retraversée des conflits en Algérie au début des années 90. Extrêmement bien documenté, sachant que l'auteur n'y est pourtant pas allé, mais c'est extrêmement vif. Vous savez, quand les islamistes ont failli prendre le pouvoir et qu'il y a eu énormément d'attentats, on comprend bien en plus ces temps-ci à quel point c'est compliqué le rapport au pouvoir et les militaires en Algérie, donc ça se situe dans ces zones troubles-là, et ça donne c'est un terreau passionnant pour un polar à la façon dont James Ellroy a pu décrire l'envers des États-Unis, vous voyez, des années 60, les jeux entre services secrets, voilà, personne n'est très très clair. Et donc c'est extrêmement intéressant et c'est le début d'une trilogie. Alors le deuxième est paru en mars, qui va nous amener jusqu'aux attentats récents en France. Donc ça circule entre la France et l'Algérie. C'est vraiment hyper intéressant de s'emparer de ça. Le livre est intéressant et saisissant sur quelque chose d'assez récent dans l'époque contemporaine, et bien évidemment ça fonctionne bien comme matière à roman noir. Ça s'appelle La guerre est une ruse, qui est aussi un très bon titre, donc de Frédéric Paulin aux éditions Agulot. J'ai lu la semaine dernière, ça vient tout juste de paraître chez Stock, c'est une jeune auteure nantaise, c'est son 3e roman, elle s'appelle Aude Lecorp, et les sujets sont... C'est une légère anticipation, ça se passe en 2042, soit d'ici une vingtaine d'années, et tout est absolument crédible sur une société pleine de drones et d'humanité augmentée. C'est-à-dire les hommes ont tous des lentilles, les hommes et femmes ont tous des lentilles de contact connectées. C'est déjà crédible ça, sauf qu'elles sont hyper connectées et qui ne peuvent plus s'en séparer et qui donc sont en permanence à la fois surveillées, dans ce rapport-là aux données, c'est vraiment la fiction. Et donc il y a toute une projection, il y a une histoire familiale derrière, c'est-à-dire qu'elle essaie de résoudre un problème qui serait arrivé à sa mère à notre époque. Notre époque est le passé. Et il y a une projection dans le futur, sur les crises environnementales aussi. Donc elle projette assez finement ce qui nous semble, pareil, devoir advenir de plus en plus vite, c'est-à-dire les dystopies, les récits post-apocalyptiques seront bientôt arrangés du côté des affaires courantes. Il y a une image assez rigolote, enfin rigolote si on veut, une librairie anglaise qui met ce truc-là en anglais. C'est-à-dire que ce qui était de l'ordre de la science-fiction, de la projection apocalyptique, nous semble de plus en plus proche, en fait. Et donc ça inquiète évidemment la littérature, elle est aussi un outil de spéculation à cet endroit-là. C'est-à-dire à la fois, on est dans des fictions, comme qui nous apportent le plaisir un peu ambigu qui était celui de la science-fiction quand on imagine quelque chose d'apocalyptique, et en même temps on est aussi pas dans la recherche de réponse mais au moins de spéculation sur qu'est-ce qu'il va advenir, qu'est-ce qu'il advient déjà. Et donc sur la crise environnementale, elle fait une projection tout à fait crédible, quoi, sur d'aucuns
sur quoi d'aucuns spéculent déjà, c'est-à-dire qu'il y aurait une affectation aux plus riches, c'est-à-dire en partie nous, des moyens de préservation, un sauf-qui-peut général, dès lors que d'ici 2022-2025, dans son livre, tout prend des telles proportions que New York est détruit par une tempête, etc. Voilà. Les puissants se rendent compte qu'il faut agir, et dans ce cas-là, on protège en premier lieu les puissants. C'est extrêmement crédible. Voilà. C'est une simple spéculation sur quelques années à venir, et c'est un beau prétexte à fiction. J'aime beaucoup la couve aussi, qui s'appelle La mer monte, titre très simple sur ce qui se passe. Et il y a un bel enchevêtrement familial. C'est une auteure à découvrir. Enfin, en plus, voilà, elle est vraiment à côté. Elle n'est pas encore très connue. C'est son troisième chez Stock. J'en ai un autre qui m'a bien plu, qui est paru le week-end dernier. C'est une auteure jeunesse assez connue qui s'appelle Anne-Laure Bondou. Même assez très connue en jeunesse, hein, dans l'ado. Et ça, c'est une comédie familiale sur le non-dit familial, comédie dramatique quand même, parce que tout n'est pas rigolo. Par contre, elle a une sorte d'allant, de vivacité à faire exister tout ça, qui rend ça extrêmement vivace en fait. L'argument, c'est que la narratrice va retrouver sa mère, sa vieille mère. Puis on se rend compte au bout d'une trentaine de pages qu'en fait sa mère est morte et qu'elle n'intègre pas l'information. Et c'est le début d'une quête familiale avec elle qui est un peu borderline et son frère qui vient l'aider. Et elle va tirer les fils d'un ensemble de non-dits familiaux assez complète. Donc je ne spoile rien, c'est tout à fait vraiment intéressant la manière dont elle l'a monté. Et en même temps, on est une bonne partie du récit pas complètement sûr, parce qu'on a bien vu qu'elle commençait par une fiction. Hein. Je dévoile rien, parce que ça se passe dans les 30 premières pages, c'est très bien fait par ailleurs. Elle arrive chez sa mère, elle parle avec elle et tout ça, puis en fait, à un moment, boum, on tombe d'un coup, on se rend compte qu'on a été mené en bateau, c'est-à-dire qu'en fait sa mère est morte et qu'elle l'imagine en fait. Comme quand on n'admet pas un deuil. Et ça fonctionne extrêmement bien, et il y a beaucoup de romans sur le non-dit familial, sur les secrets de famille, forcément. Enfin, je pense que c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on va faire des trucs qu'on a tous. C'est le principe de la famille, en fait. Donc on en a tous si on cherche. Donc c'est logique que ce soit un motif de fiction. Là, elle l'articule très bien, mais il y a une extrême vivacité à tout ça, une forme de joie collective aussi. Il y a un truc de rassemblement autour de ça, autour des difficultés qui est très très bien rendu. Donc c'est ce qu'on pourrait presque appeler vraiment un feel-good book, c'est-à-dire que ça finit bien, vraiment bien. Mais sans aucune niaiserie, on est vraiment emporté par le truc. Elle arrive à trouver, c'est là sûrement appris avec l'écriture ado, quoi. Quelque chose qui soit justement, qui cherche à être juste et vif, un petit peu comme la vidéo qu'on entendait je pense dans celui-là tout à l'heure. Ça s'appelle Valentine ou la belle saison. J'aurais bien aimé parler de cet auteur qui est aussi qui est pas loin, qui est à Boye et qui est sorti. J'ai découvert à Limoges, moi, qu'il était de Boye. Il est sorti son troisième roman chez Flammarion au début de l'année. C'est un très beau retour sur des origines un peu cachées, c'est-à-dire qu'Alexandre Ferraga est d'origine algérienne. Et un jour, alors qu'il a 9 ans, c'est un motif très autobiographique, son père le ramène au bled, sauf que le bled n'existe pas. Enfin, je veux dire, lui, c'est pas son passé. Et là, il découvre tout un pan d'histoire familiale dans un bout d'Algérie totalement reculé. Il croit à un moment qu'il va devoir rester là. Donc c'est absolument flippant. Et c'est du point de vue de ses 9 ans. Et c'est extrêmement juste et sensible sur la conscience de soi, sur la double culture, sur ce que signifie une assimilation ou pas. C'est très très bien fait, ça s'appelle Après la mer et c'est très, très doux et sensible. État de nature de Jean-Baptiste de Froment est un livre qui est sorti en janvier, dans lequel il raconte qu'une partie de la France part en insurrection pour une raison mystérieuse. On était en plein gilet jaune. Enfin, il sent que ça, c'était l'impression. Sauf qu'il a écrit avant. Oui, c'est pas... Il y a une sécession d'une région qui s'appelle, alors comment s'appelle-t-elle? Parce qu'elle est un peu fictive, mais grosso modo, elle est du côté du Berry ou de la Nièvre. Et il y a une sécession d'une petite région comme ça, d'où part une sorte de révolution. Et à l'intérieur de ça, ce qu'il documente très très bien, d'une façon passionnante, c'est comment le pouvoir va essayer de résoudre cette crise,
de l'étouffer, de la manipuler, de manipuler les gens et l'opinion. Donc les cabinets ministériels, les réunions de crise, les réunions de com, etc., c'est extrêmement précis. Par ailleurs, lui-même a bossé là-dedans. Et donc, c'est là qu'on comprend. Mais à la fois, il nous raconte ça très précisément, c'est-à-dire et l'inertie du pouvoir politique, et les tentatives de communication, de marketing électoral et autres, c'est précis au plus haut point. Et en même temps, il met le doigt sur un truc, à ce moment-là, quand ça sort en janvier, il met le doigt sur quelque chose qui agite la France à ce moment-là, quoi, par la fiction. Et c'est absolument vivant, passionnant, intéressant et extrêmement distrayant aussi, hein, parce que là, pour le coup, c'est comme un thriller, quoi. Qu'est-ce qui va se passer, je ne vous le dis pas. Ça s'appelle État de nature, et c'est aussi chez un remarquable éditeur qui s'appelle Les Forges de Vulcain, qui fait par ailleurs des livres très pop et très agréables, qui lui-même a fait aussi bien de la science-fiction que du roman, et dont j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le travail, parce que je suis souvent très surpris de ce qu'il fait. Et donc Jean-Baptiste de Froment, qui a donc pour le coup été, je crois, conseiller pour Sarkozy, enfin voilà. Mais ça, je l'ai su qu'après, je l'ai lu comme un roman, et il se lit vraiment comme un roman, extrêmement documenté. C'est vraiment drôle et fascinant sur les stratégies de cabinet, de comment monter ou démonter un personnage politique, comment il se plante aussi, hein, comment il lise mal, parfois, tout en étant dans un machiavélisme consommé. Et c'est tout à fait passionnant.